l'heure d'information sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres principaux de ce journal. Audience multiple à la primature ce 11 août. Le Premier ministre évoquait le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Angola, l'affermissement des relations aussi avec l'Union des Comores. Il s'agissait aussi de projets en faveur des jeunes de France et de la Côte d'Ivoire par un partenariat avec l'organisation France Volontaire et le gouvernement ivoirien. L'immeuble La Pyramide au cœur du plateau fait de nouveau partie du patrimoine de l'État de Côte d'Ivoire. Le bien qui devait bénéficier d'un projet de réhabilitation depuis 2015 était au cœur d'un litige entre l'État et un présumé propriétaire. Il a finalement été racheté par le gouvernement. Au Soudan, Omar el-Béchir va être remis à la Cour pénale internationale. L'ancien président soudanais fait l'objet depuis des années de 2 mandats d'arrêt internationaux émis par la CPI pour crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. Bienvenue dans 123 heures. La coopération était à l'honneur ce jour à la primature. Patrick Achi, le Premier ministre, s'est entretenu avec plusieurs personnalités présentes en Côte d'Ivoire dans le cadre de leur participation au 27e congrès de l'Union postale universelle. Le compte-rendu de ces audiences avec Éric Corré. Parmi ces personnalités reçues par Patrick Achi, 2 étaient porteuses de messages au président Alassane Ouattara. Manuel Homan, ministre angolais des télécommunications à sa sortie d'audience. C'est un message où le président a réitéré son souhait de voir les 2 peuples continuer à coopérer en bon terme pour l'avantage pour les 2 peuples et aussi pour échanger à propos de la conférence du congrès qui est en cours maintenant. Hamad Saïd Jaffa, ministre de l'économie numérique et de la poste du Comore, était également porteur de messages pour le président Alassane Ouattara. Porteur de messages de son Excellence le président de l'Union des Comores, M. Azali Assoumani, son homologue et frère, son Excellence le président Alassane Ouattara. J'ai remis bien entendu la lettre qui m'a été confiée par notre président et à son Excellence le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. L'occasion bien entendu d'échanger aussi sur la coopération entre nos 2 pays et des liens bien entendu qui unissent nos pays depuis longtemps. L'ancien ministre français Jacques Godfrey, président de France Volontaire, a aussi été reçu par le Premier ministre Patrick Achi. La relation franco-africaine, franco-ivoirienne en particulier, qui va se dessiner pour la fin du siècle. Nous sommes en début de siècle aujourd'hui. Eh bien, je ne serai probablement plus là pour le voir, mais nous savons que c'est aujourd'hui que nous sommes en train de dessiner, de façonner ce que va être la fin du siècle. Ça dépend de notre volonté, de l'intelligence avec laquelle tout cela va être mené. Et nous faisons totalement confiance aux autorités ivoiriennes, à Monsieur le Premier ministre, pour que cette intelligence soit à même d'être pratique. Et pour finir cette série d'audiences en beauté, c'est la ministre ghanéenne de la communication et de la digitalisation qui a été reçue par Patrick Achi. Toutes ces audiences se sont déroulées en présence de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Kamisoko Kamara. Voilà des personnalités reçues à la primature après le Premier ministre de la transition malienne. Il y était en début de semaine. Présent encore sur le sol ivoirien, il a présenté ce jour à la presse ivoirienne et internationale l'état des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire. Éric Corré. Devant les journalistes nationaux et internationaux, Choguel Maïga n'a pas eu la langue de bois. Le Premier ministre de la transition malienne a parlé de l'amitié historique qui lie la Côte d'Ivoire et le Mali, tout en saluant la grandeur du président Alassane Ouattara. Vous savez qu'à chaque fois que le peuple ivoirien s'est trouvé dans les difficultés, comme dans les années 2000, le peuple malien s'est trouvé au côté du peuple ivoirien. J'étais moi-même dans le gouvernement dans les années 2000, lorsque la décision a été prise. Eh bien, le président Alassane Dramane Ouattara, à l'image de l'ensemble du peuple ivoirien, je pense fait preuve aujourd'hui de compréhension en direction du peuple malien qui se trouve lui aussi aujourd'hui dans les difficultés. Et le soutien qu'il apporte au Mali, au nom du peuple ivoirien,
est largement connu et reconnu par nos hautes autorités. Ça, c'est un message que je suis venu apporter au président Ouattara et au peuple ivoirien, le message de reconnaissance. Évoquant la situation dans son pays, Choguel Maïga a rassuré que le gouvernement malien travaille à la paix et à la stabilité. Nous sommes aussi venus pour expliquer de vive voix la situation politique, la situation sécuritaire dans notre pays. Nous avons eu plusieurs entretiens avec Monsieur le Premier ministre, avec le ministre des Affaires étrangères, avec le conseiller spécial du président Ouattara. Et nous avons largement expliqué dans les détails des aspects de la crise que nous vivons, qui ne sont pas forcément décrits dans les rapports, qui ne peuvent pas donner souvent les côtés les plus sensibles de la crise. Le Premier ministre de la transition malienne est en Côte d'Ivoire pour prendre part au 27e congrès de l'Union postale universelle. Il représente le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Il y a aussi coopération entre les institutions de l'État ivoirien. Une séance de travail autour de la mise en œuvre de l'agenda 2030 du Sénat. Le président du Sénat a échangé dans ce cadre avec l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, la RDCI. Le rapport de l'entretien par Herman Guivet. Le président du Sénat, Ahoussou Kouadio-Jano, au siège de la RDCI, l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, accueilli par le président de la fêtière qui rassemble les régions et districts de Côte d'Ivoire, le docteur Aka Awele. Une visite qui s'inscrit dans le cadre des consultations initiées par le président du Sénat, Ahoussou Kouadio-Jano, au président des fêtières des collectivités locales dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 2030 du Sénat. Le président du Sénat, Ahoussou Kouadio-Jano, a dit toute son admiration au président de la RDCI, Aka Awele, pour sa détermination à faire rayonner toute initiative favorable à la décentralisation. Au terme d'une séance de travail qui a duré environ 2 heures, le président du Sénat et celui de la RDCI, Aka Awele, ont livré les conclusions de leur rencontre. Nous avons organisé en 2020 un forum sur les problématiques liées à la décentralisation et tous les actes de ce forum ont décliné des points essentiels de collaboration. Donc nous avons fait la démarche inverse pour venir à la RDCI, pour que la RDCI s'approprie toutes les décisions du forum afin que nous passions au stade pratique de la mise en œuvre. Et nous avons eu une belle séance de travail. À la suite de cette séance de travail, nous allons nous revoir pour affiner nos documents afin de pouvoir rencontrer ensemble le Premier ministre pour faire le plaidoyer au profit des collectivités locales. Car pour nous, le vrai développement commence par la base pour aller vers le haut. L'actualité en matière de décentralisation et même de déconcentration touche les districts. Des ministres gouverneurs du district ont été nommés par rapport à cela. Il est bon que nous nous inscrivons tous fondamentalement dans la vision politique de décentralisation du chef de l'État. Et cela passe naturellement par le Sénat, qui est la représentation des collectivités territoriales. Le Sénat et nous avons intérêt à ce que les choses marchent parce que c'est notre responsabilité commune. La RDCI entend ainsi prendre toute sa place dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 du Sénat. L'État de Côte d'Ivoire enregistre en toute légitimité sur la liste de son patrimoine l'immeuble La Pyramide, situé au cœur de la commune du Plateau. Un accord a été trouvé avec le présumé propriétaire de ce bien. L'immeuble en ruine pourra être réhabilité comme il était prévu depuis 2015. On en sait davantage sur cette affaire dans ce reportage de Cheikh Koné. La bataille juridique n'aura finalement pas lieu. Les négociations ont fini par payer. La pyramide est à nouveau inscrite au livre foncier avec pour seul et unique propriétaire l'État de Côte d'Ivoire. Pour arriver à cette issue heureuse, le gouvernement a dû mettre la main à la poche. En même temps qu'il y avait la procédure judiciaire, il y avait les discussions avec la personne présumée propriétaire. Mais un accord a été trouvé et c'était notre position depuis le début
Nous savions ce qu'il avait payé à l'État de Côte d'Ivoire et c'est ce montant qui lui a été retourné. Voilà, 500 millions de francs CFA. C'est en 2015, à la faveur du projet de réhabilitation de l'édifice qu'il a été constaté dans le livre foncier que le propriétaire de la pyramide était autre que l'État de Côte d'Ivoire. Donc depuis 2008-2009, l'immeuble était inscrit au nom d'une SCI et quand l'État, après 2011-2012, a voulu réhabiliter l'immeuble, nous nous sommes rendus compte qu'il n'appartenait plus à l'État. Quelqu'un d'autre en était le détenteur, en était le propriétaire officiellement au niveau de la conservation foncière. Place désormais au projet de réhabilitation de ce joyau architectural, jadis vitrine de la ville d'Abidjan, tombé en ruine depuis quelques années. Nous avons perdu beaucoup de temps à cause de cette situation. Notre volonté à nous, c'est d'aller vite. Je vous l'ai indiqué, depuis 2011, dans les priorités de réhabilitation de l'État de Côte d'Ivoire, il y avait l'immeuble La Pyramide. Et malheureusement, nous avons buté sur cet écueil juridique qui était le titre de propriété, qui n'était pas au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Bon, aujourd'hui c'est résolu, donc il faut réengager les discussions avec les personnes qui à l'époque étaient intéressées pour réaliser en partenariat public-privé cette réhabilitation. Peut-être même que le gouvernement recommandera que nous partions dans une démarche plus élargie. Donc nous verrons, nous aviserons en fonction de ce que nous aurons comme consigne, comme instruction de nos premiers responsables. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller le plus vite possible dans la réhabilitation de ce bâtiment. La pyramide du plateau, inspirée de l'histoire des pyramides d'Égypte, a été conçue par l'architecte italien Rinaldo Olivieri. L'immeuble de type R+14 est bâti sur une parcelle de 4072 m². Voilà, un bien immobilier récupéré, sécurisé et bientôt réhabilité grâce aux ressources financières du pays. Des fonds en partie apportés par les recettes douanières. Pour sécuriser davantage les transactions, un système vidéo de contrôle des douanes est en phase d'expérimentation aux frontières terrestres du pays. Jean-Luc Bambo nous en dit davantage. Des images des postes douaniers de Takikro, Niablé et Noé à la frontière est de la Côte d'Ivoire. Des images reçues et visionnées en temps réel depuis une salle logée au sein de la direction du régime économique des douanes Avridi à Abidjan. La salle de contrôle du système de vidéosureté, un dispositif piloté par la direction générale des douanes. Sa mission, veiller à la régularité des opérations qui se déroulent sur les postes douaniers. Ici, nous avons un échantillon du passage du véhicule. Ce logiciel-là nous donne la possibilité d'avoir un cliché, la plaque d'immatriculation, toutes les informations sur le véhicule, ainsi qu'une courte vidéo qui montre le passage du véhicule. Est-ce que nos agents de Takikro m'attendent? Un dispositif de contrôle et de sécurisation des recettes, mais surtout de modernisation de l'administration douanière que le ministre Moussa Sanogo a tenu à visiter. C'est un projet qui nous tenait à cœur, de pouvoir doter nos frontières du système de vidéosurveillance. Ça nous permet d'avoir l'exhaustivité de l'information, ça nous permet d'avoir suffisamment d'éléments pour faire des investigations douanières et in fine, ça permet quand même de renflouer les caisses de notre État. Nous avons vu un système performant avec des écrans de haute résolution et d'une grande précision qui permettent à partir d'Abidjan d'avoir au détail près ce qui se fait à la frontière à Takikro ou à Niablé et donc d'être certain en tout cas de la bonne information et de la façon dont nous on peut s'assurer que les déclarations qui nous ont été faites sont les bonnes ou bien si on a besoin de poursuivre certaines personnes, d'avoir les éléments pour pouvoir les confondre. Le projet de vidéosurveillance est actuellement à sa phase expérimentale sur la frontière est de la Côte d'Ivoire. Il devrait s'étendre sur tous les postes frontaliers douaniers du pays dans les prochains mois. Toujours aux frontières du pays, il est envisagé le renforcement de la sécurité sanitaire pour une meilleure réaction face aux crises de santé publique. Le projet est initié par l'OIM et nécessitera un investissement de 2,7 milliards de francs CFA. Il concerne 5 pays de la sous-région. Des précisions dans cet élément de Michel Tigré. La Côte d'Ivoire accroît ses capacités de réponse de santé publique contre la Covid-19 à ses frontières principales avec le Ghana, le Bénin, le Burkina Faso
et le Togo. 2,7 milliards de francs CFA seront mobilisés pour l'achat d'équipements et la réalisation d'infrastructures pour la sécurisation sanitaire des frontières. Ce projet vise donc à contribuer et à consolider le soutien de l'OIM au gouvernement de la Côte d'Ivoire, plus particulièrement au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et de ses différentes directions et agences. Les défis à relever sont nombreux, mais nous gardons la ferme conviction qu'ensemble, main dans la main, nous pouvons renforcer la gestion des frontières dans la perspective de répondre efficacement aux crises de santé publique et réduire leur impact aux frontières, tout en facilitant l'immigration sûre, ordonnée et régulière. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité donne les enjeux de ce projet. Nos 2 postes retenus, à savoir l'Ali Rabat et Noé, bénéficieront de la fourniture d'équipements et d'infrastructures de santé publique nécessaires. Les autorités préfectorales, les forces de défense et de sécurité, en service à ces 2 postes frontières, ainsi que les usagers, y compris les communautés frontalières, bénéficieront de formations sur l'utilisation et la maintenance des équipements fournis, ainsi que les procédures opérationnelles standards pour la réponse Covid-19 au point d'entrée. Cette cérémonie a été marquée par la signature de 2 projets, celui portant sur une enquête de collecte de données sur l'amélioration de la facilitation aux frontières et celui sur le renforcement des capacités de santé publique aux frontières en Afrique de l'Ouest. Voilà un projet qui vient renforcer les efforts de la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre la Covid-19. Et à ce propos, voyons la progression de la pandémie sur le sol ivoirien. Ce mercredi 11 août 2021, 184 nouveaux cas de Covid-19 sont détectés. Également, il y a 159 nouvelles guérisons. La Côte d'Ivoire totalise ainsi 51 732 cas confirmés, dont 50 494 personnes guéries, 347 personnes décédées. Il reste encore 891 cas actifs. La campagne de vaccination gratuite, elle enregistre un total de 181 287 doses de vaccins anti-Covid administrées. Un mal maîtrisé, le paludisme, la communication sur les moyens de prévention se révèle être une arme efficace pour arriver à 0 cas de paludisme dans notre pays. L'objectif pourrait être bien atteint d'ici 2030. Jean-Marc Djadji. Dont 4 enfants de 0 à 5 ans, selon les statistiques 2019. Pour gagner le pari de 0 paludisme en Côte d'Ivoire, je m'engage, le programme national de lutte contre le paludisme et ses partenaires ne baissent pas les bras. Ils multiplient sensibilisation et prévention. Alors des campagnes ont été lancées à l'intérieur du pays. Les camions podium, brandés aux couleurs du programme national de lutte contre le paludisme, ont sillonné les localités du Folon, du Kabadougou, du Ourodougou, du Lodjibois, du Gbokle et de la Nawa pour apporter le message de sensibilisation aux populations. Le moustique qui donne le paludisme nous pique la nuit et donc nous allons utiliser la moustiquaire chaque fois que nous allons nous coucher. Cette campagne est bienvenue pour nous sensibiliser. Et nous, les chefs que nous sommes, nous devons apporter ce message fort à nos populations afin que chacun puisse être imprégné dans cette information. Aucun obstacle n'a freiné les équipes qui ont tenu à parler aux populations de jour comme de nuit. Cette campagne de sensibilisation a rassuré les populations et suscité l'engagement des autorités administratives et des élus. Une bonne appropriation du comportement individuel de chacun soit fait de telle sorte que ces fléaux soient désormais de plus en plus derrière nous. Pourquoi le camion podium? Parce que nous aussi, nous voulons faire la publicité de la prévention du paludisme. À l'occasion de cette cérémonie qui, je pense, à son terme, va augurer la bonne santé à tous. Parce que désormais, le paludisme sera vaincu ici à Sassandra. Des milliers de gadgets ont été distribués pendant les animations.
25 jeunes Ivoiriens en France et 25 Français en Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas d'un voyage touristique, mais plutôt d'une mission de partage d'expériences sur l'engagement citoyen et le volontariat. C'est le fruit d'un accord de partenariat entre le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique et l'organisation France Volontaire. La convention a été signée hier, le développement de Walter Amadou Ouattara. Cette signature de convention marque l'engagement de France Volontaire aux côtés du gouvernement ivoirien dans la promotion du volontariat et de la citoyenneté au sein de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Une frange estimée à environ 77% de la population. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, et le président de France Volontaire, Jacques Godfrey, viennent de signer le protocole de partenariat pour une durée de 3 années. L'accord va porter sur 6 priorités, dont l'un des points majeurs consiste à ouvrir le dispositif volontariat de solidarité internationale à des candidats ivoiriens à la suite d'un premier engagement au titre du volontariat ivoirien. Parce que les jeunes apportent dans le domaine culturel, artistique, de la réflexion, des choses auxquelles peut-être la génération d'avant n'a pas toujours pensé. Ces jeunes sont innovants. On gagne toujours à faire s'échanger des idées entre elles, des hommes et des femmes entre eux. Pour la partie ivoirienne, c'est une avancée notable et intéressante en faveur de la promotion de la jeunesse. De façon très concrète, nous avons commencé par une phase pilote. Cette phase pilote va permettre à 50 jeunes, 25 jeunes ivoiriens et 25 jeunes français, dans le cadre d'un échange, donc de venir dans nos pays respectifs et d'être donc des volontaires qui seront placés auprès d'établissements publics et qui pourront donc partant améliorer leur employabilité, rendre service à leur communauté. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique et France Volontaire s'engagent à s'investir ensemble dans le développement du volontariat international et de l'application du principe de réciprocité. Rendons-nous à présent au nord du pays, précisément à Kong. Cette ville a été récemment la cible d'attaques terroristes. Des mois après, la municipalité œuvre à faire oublier ces sombres événements aux populations. Une radio de proximité passe des messages de sensibilisation. Tout est fait pour que la vie reprenne véritablement. Suivons ce constat de Kader Sokodogo. Salle de réunion de la mairie de Kong. Le maire Berté Abdraman Tiemoko et l'ensemble des forces vives locales font le tour des questions de développement. Selon le Bénet, le plan directeur de la commune donne satisfaction. Un nouveau marché est en construction. Une nouvelle gare routière verra bientôt le jour pour désengorger le centre-ville. L'ouverture effective du commissariat réjouit. Tous le savent, les attaques terroristes dont le département est victime demandent de meilleurs atouts pour affronter le mal. La sécurité et la sensibilisation des différentes couches sociales sont un impératif. Comment faire en sorte pour endiguer ces fléaux qui créent une psychose au sein de nos populations. Dans ce sens-là, nous avons essayé de réactiver notre radio communale qui, en matière d'équipement, avec des besoins énormes, faire en sorte que ce soit un vecteur puissant de communication. Radio Kong, qui a vu le jour, vient comme un rempart sûr. Le maire entend développer des programmes en langue locale pour amener toutes les populations à lutter contre le terrorisme. L'école est moyen pour empêcher la jeunesse de s'engager dans des bandes armées. Les résultats du BEPC et du baccalauréat session 2021 sont analysés. Booster tous les secteurs vitaux. Permettre à la vie de prendre le dessus sur la peur. À Kong, les autorités sont au travail. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, fils de Kong, ne cesse d'apporter son soutien à l'équipe municipale. Un tournoi qui porte son nom se joue. Il occupera à coup sûr la jeunesse durant ses vacances scolaires.
Et nous revenons sur la célébration des 61 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire au-delà des frontières ivoiriennes. Nous partons au Nigeria où les représentants diplomatiques ont saisi l'occasion pour promouvoir les atouts et opportunités économiques de la Côte d'Ivoire. Le récit de Jean-Marc Djadji. Salut aux couleurs, exécution des hymnes nationaux de la Côte d'Ivoire et du Nigeria et coupure du gâteau. Des temps forts qui ont marqué la célébration de l'an 61 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à l'ambassade du pays au Nigeria. Une cérémonie restreinte en raison de la Covid-19 à laquelle ont pris part les officiels diplomatiques des deux pays et la CEDEAO. Les invités ont remercié le pays hôte et félicité la Côte d'Ivoire pour cette commémoration. L'ambassadeur ivoirien Traoré Kalilou a relevé à l'occasion les efforts fournis par l'État de Côte d'Ivoire pour le dialogue politique et la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. La deuxième session de la grande commission mixte dans les mois qui viennent et probablement avant la fin de l'année. La tenue de cette deuxième session vise notamment à renforcer le dialogue politique entre les autorités des deux pays. Les Ivoiriens vivant au Nigeria ont été félicités et exhortés à respecter les lois du pays d'accueil. En Côte d'Ivoire, une 13e édition du FEMUA est en préparation. Elle aura lieu du 7 au 12 septembre prochain. Une vingtaine d'artistes sont annoncés pour cet événement. Issa Yeo nous en dit plus. Prévu pour le mois d'avril 2020, puis reporté pour cause de pandémie à Covid-19, le FEMUA 13, Festival de musique urbaine d'Anoumambo, aura bel et bien lieu au mois de septembre 2021. Cette certitude émane du commissaire général du festival, Traoré Salif dit Assalfo, lead vocal du cérébricisme groupe Magic System. Il était important que nous tenions forcément ce festival, ce FEMUA 13 là. Beaucoup ont demandé qu'on l'annule, mais j'ai dit on ne va pas l'annuler parce que c'est ça aussi, la détermination doit nous amener à être confrontés à certaines difficultés et à les combattre et à les vaincre. Le FEMUA, depuis quelques années, maintenant est ouvert à d'autres cultures, ce qui justifie la présence d'un pays hôte sur le plan culturel. Pour cette 13e édition, le Sénégal, pays de la Teranga, est l'invité d'honneur. Le Sénégal étant à l'honneur, le Sénégal sera visible sur les différentes plateformes qui seront utilisées dans le cadre de ce FEMUA. Et c'est un élément aussi de promotion et d'attractivité touristique de ce point de vue. D'ailleurs, nous avons pris les dispositions appropriées de notre côté pour inviter les différentes autorités ministérielles qui sont concernées, ou en tout cas dont les secteurs pourraient être intéressés par l'organisation de ce FEMUA. Le FEMUA, c'est aussi la célébration de la matérialisation, la coopération entre l'Europe et l'Afrique, vieille de plusieurs décennies. Une coopération qui se veut aujourd'hui gagnant-gagnant. Cette alliance doit se construire sur autre chose, par le jeune, par un échange, par la culture, par une compréhension de différents pays, de différentes cultures. La culture, c'est vraiment un facteur de cohésion. Et ça permet, surtout aux jeunes aussi, de s'échanger, de comprendre une autre culture. Plusieurs artistes, dont Kofi Olomide, Flobi, Kajim, sont attendus sur le podium à Anoumambo et à l'INJS, Institut national de la jeunesse et des sports. Voilà un événement qui promet l'actualité hors de nos frontières. Le Soudan, Omar El-Béchir va être remis à la Cour pénale internationale. Seront aussi présentés avec lui deux autres anciens hommes politiques soudanais. L'ancien président soudanais fait l'objet, on le rappelle, depuis des années de 2 mandats d'arrêt internationaux émis par la CPI pour crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. Un accord de paix historique a été signé en octobre 2020 entre le gouvernement soudanais de transition et plusieurs groupes rebelles qui insistaient sur la nécessité d'une coopération complète et illimitée avec la CPI pour obtenir justice pour les victimes de la guerre du Darfour. La situation est dramatique aussi en Algérie. Des incendies ravagent depuis lundi soir le nord de ce pays, notamment la région de la Kabylie. Au moins 69 personnes, parmi lesquelles 28 militaires et 37 civils, ont perdu la vie. Le bilan risque de s'alourdir dans les prochaines heures. L'Algérie fait face à une vague de chaleur extrême. Des vents propagent les feux et compliquent la tâche des secouristes. Il y a désormais près de 70 départs de feu depuis ce lundi et selon le gouvernement, les incendies en cours seraient d'origine criminelle. 2 personnes auraient été déjà arrêtées la nuit dernière. 3 jours de deuil national ont été décrétés dans le pays.
Nous terminons là ce point d'information. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour l'actualité d'ici et du monde sur RTI 1.